Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et pour ceux qui ne le savent pas encore, sur cette chaîne on discute de l'actualité de Manchester United. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter de la conférence de presse d'Ole Gunnar Solskjaer pour le match contre Granada qui aura lieu jeudi. Vous êtes prêts? C'est parti! Lors de cette conférence de presse, Victor Lindelof était présent également, il a eu droit à 4 questions. La première d'entre elles a été formulée à peu près comme ceci. On a dit que c'est un grand match qui allait venir, qu'il a déjà été impliqué dans pas mal de matchs de coupe, notamment en Europe et en championnat. Et on lui a demandé comment est-ce qu'il comptait mettre son empreinte sur ce match. Ce à quoi Victor Lindelof a tout simplement répondu que lorsqu'on joue à Manchester United et qu'on entre dans une compétition, c'est pour la gagner, qu'ils veulent jouer tous les matchs et qu'ils veulent absolument gagner cette compétition, que c'est très important pour eux. Il a également dit que tous les joueurs étaient extrêmement motivés et qu'ils savent que ça va être un match difficile. Il pense également que le fait de pouvoir gagner le premier match, ils veulent vraiment gagner le premier match, c'est vraiment pour se faciliter la vie lors de la seconde manche. Je pense que c'est une réponse tout à fait cohérente par rapport à la situation. Granada, sans leur manquer de respect, c'est pas un monstre européen comme peut l'être d'autres équipes actuellement. Donc je pense que Manchester United est relativement confiant. Je pense qu'effectivement ils veulent tuer le match tout de suite, rentrer, marquer des buts et s'assurer la victoire pour être plus tranquille au deuxième tour. Lors de la deuxième question, elle a été divisée en deux. On lui a dit que le manager l'a souvent joué malgré le fait qu'il était blessé. Oui, Victor Lindelof a eu pas mal de douleurs au dos, notamment. Donc il a demandé d'une part comment se sentait-il par rapport à son passé, par rapport à ses douleurs. Et ensuite, bien sûr, pourquoi ne pas encore enfoncer le clou? On lui a posé la question de savoir est-ce que le fait d'avoir Dean Henderson ou De Gea derrière lui en tant que gardien, ça change quelque chose? Ce à quoi Lindelof a répondu en toute honnêteté que ce soit Dean Henderson ou David De Gea qui soit dans les buts, ça ne change rien pour lui. Ce sont deux grands gardiens, deux grands professionnels en qui il a totale confiance. Et concernant son dos, il est vrai qu'il a eu des douleurs par le passé, que certains matchs ont été difficiles, mais qu'il se sent beaucoup mieux, qu'il se sent en forme et qu'il ne voit pas de problème actuellement. Alors concernant son état physique, évidemment, je ne pense pas que s'il est invité à la conférence de presse, il va dire quelque chose du style que oui, j'ai mal au dos, donc je préfère ne pas jouer. C'est pas vraiment dans la mentalité d'un joueur de Manchester United de le faire de toute façon. Donc je pense que cette réponse est normale. Concernant le fait qu'il joue avec une blessure, personnellement ça me dérange. On a des joueurs qui sont capables de jouer en équipe première et qui ne le jouent pas, comme Tuanzebe par exemple. Donc je trouve que c'est vraiment dommage d'utiliser des joueurs qui ne sont pas à 100% et ne pas faire confiance à des jeunes joueurs qui sont vraiment capables d'être présents. On a vu Tuanzebe qui a fait un match exceptionnel contre le PSG où il a complètement neutralisé Neymar et Mbappé. C'est le seul match où il a été titulaire, après on l'a plus revu. Pour moi c'est un petit peu incompréhensible, je trouve que c'est dommage lorsqu'on a vraiment un noyau qui est très intéressant à United de ne pas faire jouer tous ces joueurs. Mais bon, c'est mon avis, vous avez sans doute le vôtre également. Et sur le fait sur le gardien, personnellement ça me fatigue. Je pense que pour moi c'est De Gea qui devrait être titulaire et devrait être le gardien numéro 1. C'est lui qui a le plus d'expérience, qui a montré à tout moment à quel point il était important pour le club. J'adore Dean Henderson également, je pense que c'est l'avenir du club. On ne peut pas garder De Gea pendant encore 10 ans, mais il n'a que 30 ans pour un gardien, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il peut jouer jusqu'à 35 ans, jusqu'à vraiment un top niveau. Après, oui, effectivement, il faudra peut-être réfléchir. Le problème de cette polémique, pour moi, ça a été tout simplement... Ça a commencé en Angleterre parce que Dean Henderson est anglais, De Gea est espagnol, et donc forcément, les Anglais veulent voir jouer leurs joueurs anglais. C'est leur chouchou, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que cette polémique est née. Parce qu'il faut voir les choses dans leur globalité. On n'a pas de problème en défense d'un point de vue gardien. On a un problème en défense par rapport à la collaboration des joueurs et au milieu de terrain. Et le fait
de parler systématiquement de la polémique des gardiens pour créer des tensions totalement inutiles, ça nous détourne des réels problèmes que nous avons. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Alors la troisième question, justement, elle concerne la défense et je trouve qu'elle a été très bien posée. On lui a dit que Harry Maguire a fêté son 100e match contre Brighton et on lui a demandé comment sentait-il ce partenariat avec Maguire et par rapport à ses performances personnelles où est-ce qu'il se situe, comment est-ce qu'il voit son niveau de jeu par rapport aux performances actuelles. Donc je pense que cette question est vraiment très intéressante. Ce à quoi Lindelof a répondu qu'il se sentait très bien avec Maguire, qu'il pense qu'ils font d'excellentes performances. Il a également stipulé le fait qu'ils ont gardé beaucoup de clean sheets contre de grandes équipes. Alors je vais faire quelques recherches quand même parce que beaucoup de clean sheets et des performances de top niveau à eux deux, je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais bon, je ferai une vidéo d'analyse là-dessus. Et concernant son niveau de jeu, il a dit qu'il se sentait bien, qu'il a eu des problèmes de dos encore une fois, mais qu'il revient en forme. Ce qui l'intéresse, c'est d'aider l'équipe. Ce qu'il veut, c'est gagner et être présent avec les autres membres. Donc une réponse assez bateau en fait par rapport à ça. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est quand il dit que les performances qu'il a eues avec Maguire sont d'un top niveau. Pour moi, non, parce qu'ils ont systématiquement été surprotégés par deux milieux défensifs centraux qui redescendaient très bas. Donc c'est normal qu'ils aient gardé beaucoup de clean sheet. Mais à partir du moment donné où ils jouent avec seulement un seul milieu de terrain défensif et avec un créateur, comme ça a été le cas lors du dernier match justement, là ils sont beaucoup plus exposés. Et on voit que c'est beaucoup plus difficile pour eux de jouer dans ces conditions. Donc je pense que le futur de Lindelof à Manchester United est quand même en suspens pour moi. Parce qu'il n'a pas les qualités nécessaires pour être le bon complément d'Harry Maguire. Il n'est pas suffisamment rapide, il n'est pas suffisamment hargneux, il ne met pas vraiment son corps en opposition et le fait qu'il ait été blessé, tout ça, ça n'aide pas. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Les questions qui ont suivi, elles ont toutes été adressées au manager, donc à Ole Gunnar Solskjaer. Donc je vous propose de commencer avec la première question à qui on lui a demandé quel était l'état de Rashford. On a vu qu'il a commencé à se réentraîner, qu'il était disponible avec ses coéquipiers pour la séance d'entraînement. Et bien entendu, on lui a posé la question par rapport à ses gardiens, lequel des deux va jouer pour le match de jeudi. Alors, concernant Rashford, il a dit qu'effectivement il est revenu à l'entraînement, qu'il s'entraîne, mais qu'il ne va évidemment pas donner quelle va être la composition de l'équipe aujourd'hui. Évidemment, il va attendre et le faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on le saura 1 heure avant le début du match. Concernant son état physique, il a dit qu'il s'entraîne, mais qu'il attend de voir en général la veille du match, donc vraiment le matin du jour de match, quel est vraiment l'état du joueur pour savoir si oui ou non le joueur va jouer. Et enfin, concernant le cas entre Dean Henderson et David De Gea, il a dit qu'il était chanceux d'avoir les deux joueurs et que tout simplement n'importe lequel des deux jouera. Il est certain que celui qui le fera donnera 100% et qu'il jouera très très bien. Bon, concernant Rashford, pas grand chose à dire là-dessus. Oui, il est revenu aux entraînements. Le dernier match, il est sorti sur blessure parce qu'il n'était pas capable de continuer. C'est fort probable, même s'il joue, qu'il ne jouera pas les 90 minutes. Donc ça, c'est une évidence. D'ailleurs, Solskjaer l'a mentionné. Et concernant De Gea et Dean Henderson, c'est toujours la même chose. On verra, étant donné que Dean Henderson a commencé le match en tant que titulaire en Première Ligue, je m'attends à voir De Gea pour les matchs de coupe. Donc on va voir comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, je pense que Ole Gunnar Solskjaer est obligé de jouer ses deux gardiens pour les derniers matchs qui restent. Il reste 8 matchs maintenant en Angleterre pour le championnat. Et il reste 5 matchs en Europa League s'ils vont jusqu'en finale. Donc on verra comment est-ce que Solskjaer va gérer ces deux gardiens et la rotation par rapport au nombre de matchs restants.
Alors, la deuxième question, elle était à propos du match. Enfin, pour une conférence de presse d'avant-match, avoir une question sur le match, c'est pas plus mal. Le journaliste a demandé qu'est-ce qu'il pense de Grenade, étant donné que bon, c'est pas une équipe contre qui il a joué, donc ça peut être un match un petit peu piège. Et est-ce qu'il s'est renseigné par rapport pour avoir des informations auprès de ses anciens employeurs du côté de Molde, parce qu'ils ont joué contre eux auparavant. Ce à quoi Solskjaer a répondu qu'il a regardé les matchs de Granada avec grande attention, qu'il a effectivement posé pas mal de questions du côté de Molde pour avoir des informations qui lui ont été très utiles d'ailleurs. Ensuite, il a parlé d'une manière positive par rapport à l'équipe de Granada en disant que c'est une équipe qui est montée en Liga lors de la saison 2018-2019 et que ça fait deux saisons de suite où il joue vraiment à un très haut niveau avec une des équipes qui a joué le plus de matchs la saison passée, et pour continuer à le faire à ce niveau-là, c'était très impressionnant. Il pense également que le match qui va avoir lieu jeudi va être très difficile et que il va falloir se battre pour le gagner. Donc ici, pour moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une réponse normale de manager qui respecte son adversaire. Pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Personnellement, je pense que ça va pas être un match piège à partir du moment où Manchester y va avec la bonne mentalité, c'est-à-dire qu'ils y vont pour gagner, en ayant vraiment en tête d'aller marquer les buts, de presser un maximum et de montrer qu'ils sont là pour faire quelque chose. S'ils jouent d'une manière suffisante en se croyant supérieurs, ils risquent de se faire avoir. Alors la question suivante, elle concerne Amad Diallo. Le journaliste a dit qu'il a joué les 45 premières minutes de sa carrière à United contre l'AC Milan, où d'ailleurs il a marqué un but. Et il a demandé, est-ce que vous pensez le faire jouer en équipe première bientôt? Ce à quoi Solskjaer a répondu qu'effectivement Amad montre de plus en plus les qualités qu'un joueur de United doit avoir. Il monte en compétences, il monte en niveau physique, il monte en intensité, ce qui est très bien. Il a également dit qu'il pense effectivement qu'Amad va bientôt commencer. Il ne sait pas si ça va être demain ou si ça va être plus tard. Donc c'est quelque chose qu'il va voir, c'est-à-dire qu'il ne veut pas donner d'informations par rapport à sa composition d'équipe. Alors par rapport à Amad, mon avis c'est que c'est un excellent joueur, une pépite qu'on a là entre nos mains, qu'il faut vraiment polir parce qu'il a vraiment du potentiel. Son but contre l'AC Milan a été très beau. Cette passe qui arrive et la tête en arrière qu'il met contre Donnarumma était superbe. Personnellement, j'ai adoré son but. J'espère vraiment le revoir bientôt sous les couleurs de United. J'ai envie de le voir. C'est vraiment un joueur qui est capable de créer des occasions, qui est capable de marquer aussi. Et je pense que c'est ce qu'il nous manque actuellement, spécialement sur le flanc droit de l'attaque, où on n'est pas assez créatif à mon goût. Alors la question suivante, je l'ai trouvée extrêmement bonne. C'est vraiment une des questions que je me posais également. Elle concerne la manière dont l'effectif est géré. C'est plus exactement, le journaliste a dit, concernant le temps de repos des joueurs, comment est-ce que lui, en tant que manager, gère les joueurs qui doivent justement avoir du repos et ceux qui doivent jouer les matchs. Ce à quoi Solskjaer a répondu que dans n'importe quelle situation, lui, ce qui l'intéresse, c'est de prendre systématiquement l'équipe avec laquelle il a l'espoir ou il a la vision qu'il va gagner le match. Donc lui, ce qu'il veut, c'est toujours prendre la plus forte équipe possible. Il y a bien sûr plusieurs facteurs qu'il prend en compte. Combien de joueurs sont capables d'enchaîner les matchs en fonction du nombre de matchs consécutifs qu'il va avoir à jouer, si ça va être 1, 2, 3, 4 ou 5 matchs, quel est le temps de repos par rapport à certains joueurs pour que eux soient à 100% entre ces matchs. Donc j'ai trouvé que sa réponse n'est pas vraiment cohérente parce qu'il a toujours tendance à prendre les mêmes joueurs, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc quand il dit oui, nous analysons quelle est la meilleure équipe possible et nous essayons de faire reposer nos joueurs quand ils ne sont pas à 100%, c'est pas ce que moi je vois sur le terrain. Rashford blessé joue quand même, Lindelof blessé joue quand même.
On a vu lorsque Paul Pogba n'était pas là, il avait l'occasion de faire jouer Donny van de Beek, il ne l'a pas fait. Donc ici, pour moi, sa réponse, elle était un petit peu bizarre. Après, oui, je suis certain qu'il y a un process en place, qu'ils analysent vraiment tout ce qui est possible de faire, mais que malheureusement, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, pour moi, il y a quelque chose qui est pas clair. Mais bon, c'est toujours le manager qui a raison. On verra en fin de saison comment les choses vont évoluer. Mais je pense dans la manière qu'il a au jour d'aujourd'hui de gérer ses joueurs, de gérer les rotations, elle n'est pas très bonne parce qu'il ne fait pas suffisamment tourner son effectif, ce qui crée aussi des problèmes de vestiaire probablement. Comme notamment on a eu le cas avec Bailly qui estime qu'il n'a pas assez de temps de jeu, Lindelof qui joue tous les matchs à côté de Maguire alors qu'il devrait se reposer de temps en temps. Wan-Bissaka qui joue pareil, il joue tous les matchs, il ne se repose jamais, alors qu'on a Brandon Williams qui pourrait jouer à son poste, il ne le fait pas jouer. L'année passée, il était titulaire. On a Telles qui joue quasiment jamais non plus, avec Luke Shaw qui fait tous les matchs. Van de Beek, j'en n'en parle même pas. Lingard en début de saison, pareil. Donc je suis un peu confus par rapport à ça. Personnellement, j'aurais aimé voir plus de rotation pour que chaque joueur soit vraiment... pour qu'ils aient des minutes dans leurs jambes, pour qu'ils ne soient pas tout simplement jetés sur le terrain alors qu'ils ne sont pas prêts physiquement, parce qu'ils ont besoin aussi d'enchaîner les matchs, d'avoir au moins 10, 15, 20 minutes par-ci par-là pour rester en jambes, et je pense que ce n'est pas le cas. Donc quand il dit je regarde quels sont les joueurs capables d'enchaîner les matchs de 90 minutes, il y a un problème. Les joueurs ils ne doivent pas systématiquement enchaîner 90 minutes, ils doivent faire au moins 60 minutes à top niveau, et à partir de ce moment-là, commencer à réfléchir par qui on les change de manière pour donner du temps de jeu aux autres. Mais bon, ça, c'est mon avis. La manière dont Solskjaer, lui, gère son équipe est différente. Ce qui compte en bout de ligne, c'est le résultat. Alors, la question suivante, elle concerne Mason Greenwood. Le journaliste a dit que lors du dernier match de Mason Greenwood, contre Brighton, justement, il a marqué un très beau but de la tête. Et le journaliste dit que ça ressemble beaucoup au but de Cavani et il a demandé comment est-ce que l'équipe s'entraîne au niveau... comment est-ce qu'on entraîne ce genre de technique à l'entraînement, c'est-à-dire les têtes pour marquer des buts et ce genre de choses. Personnellement, c'est comme ça que j'ai compris la question. Ce à quoi Solskjaer a dit que c'est difficile dans les temps actuels à cause de pas mal d'études qui ont été faites justement sur la démence, c'est-à-dire à force de se cogner la tête contre le ballon, ce genre de choses. Il se peut qu'il y ait des problèmes médicaux qui arrivent par la suite. Donc c'est de moins en moins pratiqué aux entraînements, à l'académie, même au niveau des juniors. D'un point de vue global d'ailleurs, on entraîne de moins en moins les coups de tête. Il a également comparé le fait que c'était pas vraiment un coup de tête à la Ronaldo comme il avait fait contre le match contre la Roma à l'époque où il jouait à United, où il était venu comme un boulet de canon, il était resté en l'air pendant à peu près 3 secondes et il a catapulter le ballon de la tête au fond des filets. Il a dit que d'avoir ce genre de joueur capable de faire ça, c'est de plus en plus rare. Et ce qui est vrai, on ne le voit pas souvent. Il a également dit que le but de Greenwood était beaucoup plus fin, en ce sens que c'est un mouvement rapide qu'il a fait. Il a touché la balle, il a dévié, et elle est rentrée. Il était très content d'ailleurs que Greenwood ait marqué le but. Et concernant Cavani, il dit que c'est très bien parce qu'on perçoit vraiment que le fait que Cavani soit venu au club, qu'il ait montré pas mal de choses à Greenwood et Greenwood s'en est inspiré, c'est une très bonne chose. Il a reconnu justement en ce but les conseils qu'a apporté Cavani. Concernant Greenwood, justement, il a également dit qu'il s'améliore de plus en plus par rapport à sa réactivité et par rapport à ses déplacements dans le carré. Et effectivement, il était mis au bon endroit, il a fait le bon mouvement au bon moment pour marquer ce but. Donc il est extrêmement satisfait et il pense que ça ne va aller qu'en s'améliorant. Alors la question suivante concerne Granada. On lui a demandé est-ce qu'il était surpris qu'une équipe comme celle-là a réussi à arriver si loin en Europa League. Ce à quoi Solskjaer a dit qu'il n'était absolument pas surpris. D'une part parce que c'est une équipe qui a été promue et donc si on a été promu, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils ont montré certaines qualités.
Il a également ajouté que l'équipe montre beaucoup d'esprit, beaucoup de cohésion, de camaraderie, d'envie, qu'ils ont également des qualités individuelles avec des joueurs très importants pour eux, et que le fait qu'ils se battent systématiquement pour devenir meilleurs et meilleurs et meilleurs, que c'est absolument mérité qu'ils soient arrivés si loin en Europa League. Il a rajouté encore une fois que tout cet esprit de camaraderie, de confiance, d'état d'esprit sont extrêmement importants, en ajoutant également que l'entraîneur et les valeurs que l'entraîneur apporte sont également très importantes. Alors la question suivante concerne Eric Bailly et Anthony Martial, et en question subsidiaire, il lui a posé la question de savoir est-ce que le fait d'avoir battu des grandes équipes comme l'AC Milan pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans un état de complaisance par rapport au fait qu'ils doivent affronter Grenade? Ce à quoi Solskjaer a répondu concernant Eric Bailly, d'une part qu'il a le Covid, donc il est obligé de rester en Côte d'Ivoire actuellement, le temps d'avoir un test négatif pour revenir en Angleterre. Concernant Anthony Martial, sa blessure au genou est plus grave que ce qu'il n'avait pensé. Il estime que son retour avec l'équipe ne se fera pas avant la fin de la saison. Il participera peut-être au dernier match de la saison, mais il n'en est vraiment pas sûr. Et enfin, concernant le fait d'être complaisant ou pas par rapport à Grenade, bien sûr qu'il a répondu que non. Grenade a quand même battu Naples pour se sortir du groupe. Ils ont battu par la suite Molde pour se qualifier, ce qui montre qu'ils ont de la qualité, de l'envie de jouer, donc il faut les respecter. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, encore une fois. Et concernant United, ce n'est pas parce qu'ils ont battu une équipe comme le Milan AC qu'il faut se dégonfler. Justement, ça donne plus d'envie pour attaquer les autres matchs, ça donne de la hargne, on y prend goût à la victoire et ils veulent continuer sur cette lancée. Je pense que c'est une réponse tout à fait claire. Concernant Eric Bailly, il n'y a pas grand-chose comme commentaire à ajouter. Il faut simplement que le joueur attende d'avoir son test négatif, il reviendra en Angleterre. Et on verra s'il sera capable d'enchaîner quelques matchs, en tout cas personnellement, je l'espère. Concernant Martial, c'est vraiment un coup dur parce que Cavani, c'est pas vraiment le joueur pour lequel on n'a pas de risque de blessure. C'est un joueur qui est quand même souvent sujet à des blessures. Donc pour moi, avoir juste un seul attaquant disponible, outre Martial et Cavani, c'est pas assez. On a Greenwood, on a Cavani, mais bon, je pense qu'on n'a pas suffisamment de profondeur par rapport à ça. Sur la complaisance, je pense que la question est un petit peu idiote pour être tout à fait franc. Je ne pense pas qu'il y a un manager dans l'élite qui va dire oui, effectivement, on joue contre une équipe qui est assez faible, on est confiant, il n'y aura aucun problème. Si le match qui se joue, cet entraîneur perd le match, il va passer pour le plus gros des idiots du monde. Donc jamais un entraîneur ne pourra dire ce genre de choses. Donc pour moi, la question de follow-up est tout simplement inutile. La question suivante, elle concerne les gardiens, pour pas changer, mais pour une fois, la question était bien formulée, en ce sens que le journaliste a demandé comment s'est senti De Gea suite à l'annonce qu'il a fait pour lui dire tout simplement qu'il ne jouerait pas le match contre Brighton. Ce à quoi Solskjaer a répondu qu'évidemment il n'y a aucun des gardiens qui n'apprécie ne pas jouer, que c'est une qualité qu'il apprécie, le fait que les deux veulent se battre pour le poste de numéro 1. Ensuite, il a ajouté que tous les matchs sont importants, en disant il y a l'adage que le prochain match c'est la finale, et qu'actuellement tous les matchs sont d'extrême importance, qu'il ne priorise ni la Première Ligue ni l'Europa League. Les deux sont d'égale importance pour lui. Donc, est-ce qu'il change sa stratégie en mettant maintenant Dean Anderson dans les goals en Première Ligue et De Gea dans les goals pour l'Europa League jusqu'à la finale? Je ne sais pas, peut-être que c'est un renversement au niveau de la stratégie initiale qu'il avait prise en début de saison, où c'était exactement le contraire. Dean était le gardien des coupes et De Gea était le gardien par rapport à la Première Ligue. Je ne sais pas quoi dire, pourquoi pas, ça permettrait à De Gea de gagner une autre médaille, disons en tant que titulaire par rapport à l'Europa League, s'ils arrivent jusqu'au bout, et j'espère qu'ils arriveront jusqu'au bout.
Mais bon, je pense que cette histoire de gardien, ça dure depuis trop longtemps, on en parle beaucoup trop, et encore une fois, pour moi, c'est pas le problème principal du club. Alors la question suivante, elle concerne Anthony Elanga. Ils lui ont demandé est-ce qu'il va être impliqué sur le match de demain et s'il pouvait nous donner un petit peu un feedback par rapport à son développement. Ce à quoi Solskjaer a dit dans un premier temps que le joueur n'a pas eu de chance parce qu'il devait faire son entrée parmi les pros il y a plusieurs mois déjà. Malheureusement, il a une grave blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant quelques mois, ce qui est dommage pour le joueur. Ensuite, il a dit que c'était vraiment le type d'ailier qui aime percuter, qui aime dribbler, qui est bon des deux pieds, pied gauche, pied droit, qui aime provoquer, qui marque des buts également, ce qui est très important. Il a dit que lorsqu'il l'a vu lors des entraînements avec les autres joueurs, justement, qu'il n'était pas juste là pour apprendre, mais il était là aussi pour progresser, pour montrer, pour faire partie du plan de United, qu'il était très confiant et qu'il appréciait énormément la mentalité et la manière dont le joueur joue. Alors, personnellement, j'ai pas beaucoup suivi ce jeune joueur, j'attends de voir, je pense pas vraiment qu'il va faire ses débuts pour le match contre Grenada. Solskjaer est un entraîneur qui va vraiment choisir les meilleurs joueurs même s'ils sont blessés. Malheureusement, il ne donne pas tellement la chance aux jeunes du club par rapport à ce que j'ai vu. Il a plutôt tendance à faire difficilement confiance. Donc je ne pense pas le voir, ou alors il le fera jouer s'il n'a vraiment pas d'autre choix, ou on va dire qu'il domine le match avec beaucoup de buts d'avance pour permettre de gagner en expérience, on va dire, pour ce jeune joueur, quelques minutes de jeu. Autrement, je ne pense pas qu'il sera titulaire et je ne pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu par rapport au match contre Grenade. Alors la question suivante, on lui a demandé à quel point ce match est important pour United et est-ce que c'est possiblement le match le plus important de la saison. Ce à quoi Solskjaer a répondu avec un peu un cliché en disant simplement est-ce que vous connaissez le cliché que le prochain match est systématiquement le plus important. Il a dit que oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Le plus important de la saison, il n'a pas été jusqu'à dire cela comme ça, mais il a dit qu'effectivement, le fait d'arriver en quart de finale quand on est United, il y a certaines attentes derrière le nom de cette équipe par rapport au club, par rapport aux fans, par rapport à l'ensemble des personnes qui supportent le club. Le fait d'avoir battu le Real Sociedad et l'AC Milan, ça a été très bien perçu par l'équipe, par lui en tant que manager, et ils veulent continuer à construire sur ces moments de victoire et de mindset pour continuer à évoluer, à se développer. Donc il a dit que oui, que c'est un match très important, mais que ce n'est que la première partie d'un duel qui se joue sur 2 manches. Il y a le match aller, il y a le match retour, comme il y a eu avec l'AC Milan et comme il y a eu avec le Real Sociedad, où il y a eu des ex-aequo et des victoires. Donc il veut continuer à construire sur un moment positif, aller plus loin, et oui, c'est un match important. Alors mon avis par rapport à ça, oui, c'est extrêmement important. Je ne pense pas qu'il peut se permettre de se prendre un bid, disons ça comme ça, contre Grenade. Ce serait vraiment très 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 mal perçu par les fans, surtout qu'il a les cartouches pour aller de l'avant et faire quelque chose. Donc il faut considérer ce match avec beaucoup d'importance. Il faut mettre une bonne équipe capable de gagner pour sécuriser un maximum l'avancement dans cette compétition. United a besoin d'un trophée cette saison et le seul qu'ils sont capables de gagner, c'est celui-ci. Le championnat, il ne faut pas y penser, restons honnêtes. City, c'est quasiment fait, à moins qu'ils perdent l'ensemble de tous les matchs qui leur restent et qu'United les gagne tous. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils vont gagner la Première Ligue. Tandis que l'Europa League, il y a vraiment moyen. La route, elle est bien tracée, on connaît tous nos adversaires. Donc il faut vraiment se concentrer à fond pour au moins ramener ce trophée à la maison cette saison. Alors la question suivante, elle était très intéressante. On lui a demandé qu'est-ce que ça fait de jouer contre une équipe que vous ne connaissez pas du tout, qui est en Europa League, Grenada, en comparaison avec les matchs que vous avez en Première Ligue, semaine après semaine, contre des équipes que vous connaissez très bien. Est-ce que la manière d'appréhender le match est différente? Ce à quoi Solskjaer a répondu oui, effectivement. C'est une équipe qu'il ne connaissait pas, mais il s'est renseigné, comme il a répondu aux questions précédemment, en disant qu'il
s'est renseigné du côté de Molde, il a regardé le match contre le Napoli, il a regardé les matchs de Granada contre les Grands d'Espagne, contre le Real Madrid, contre Barcelone. Et il a remarqué qu'ils avaient vraiment beaucoup de potentiel, qu'ils avaient un petit peu, encore une fois, il a utilisé ce terme de X-Factor, qui était un petit peu inattendu et qui était vraiment une équipe capable de surprendre. Il les a analysés avec attention. Il ne veut pas tout simplement faire comme il fait parfois en Première Ligue, c'est-à-dire analyser son match, il sait contre quoi il va avoir affaire, il regarde la BBC en regardant le match of the day et en regardant un petit peu les matchs qui ont eu lieu. Et sinon, il a dû faire un travail de recherche vraiment plus poussé par rapport à cette équipe pour l'analyser. Alors je pense que oui, la réponse est logique. Hein. Granada, c'est pas l'équipe contre qui United a l'habitude de jouer et ils vont peut-être jouer cet effet de surprise justement contre United pour essayer de les surprendre parce qu'on ne les connaît pas assez. J'espère que United et Solskjaer ont bien fait leur devoir pour les contrer. Ce que j'ai envie de voir personnellement par rapport à ça, une équipe qu'on ne connaît pas, c'est d'imposer notre style de jeu et ne pas subir. United a souvent tendance à subir, ce qui m'énerve un petit peu. J'ai vraiment envie de retrouver ce United qui est capable d'imposer son jeu, d'imposer sa façon de jouer, son rythme. Et il faut vraiment aller sur cette base-là. Moi, c'est ce que j'attends de United sur ce match. Alors, la question suivante, elle concerne les gardiens. Et c'était une très bonne question par rapport à celle que nous avons eue la semaine passée où elles étaient totalement inutiles. On a dit que les deux gardiens se battent pour le poste de numéro 1. Est-ce que cette compétition est saine? Et d'autre part, on lui a demandé est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le fait qu'il y ait deux gardiens qui se battent pour le place de numéro 1 en comparaison avec Peter Schmeichel qui lui était numéro 1 reconnu et la manière dont il s'est entraîné avec les autres gardiens. Par rapport à la situation avec Schmeichel, il n'a pas vraiment donné beaucoup d'informations. Là où il a donné son avis de manière très catégorique, c'est qu'il a dit que la compétition, c'est extrêmement important, qu'il doit y avoir de la compétition, qu'il faut que les joueurs se battent pour cette place, et il pense que c'est sain, que l'entente est saine entre De Gea et Anderson. Il a insisté sur le fait qu'il y a un esprit de camaraderie qui se crée entre gardiens parce que le groupe est beaucoup plus petit et qu'il n'y a qu'un seul poste disponible, forcément. Et donc, c'est les mêmes préparations physiques, les mêmes drills, les mêmes séances d'entraînement. Donc, il y a vraiment une entente qui se crée entre les gardiens. Il ne pense pas du tout que ce soit toxique à l'heure actuelle. Justement, au contraire, il apprécie que les deux veulent jouer, que les deux veulent être numéro 1. Et que, forcément, quand un des deux est laissé de côté, entre guillemets, sur le banc, qui ne l'apprécie pas. C'est quelque chose qu'il a envie de voir. Il a envie de voir des joueurs qui se battent pour être titulaires. Ensuite, il a parlé de sa propre expérience. Solskjaer est connu en tant que super sub. Hein. Il a eu l'occasion de jouer avec Wayne Rooney, avec Louis Saha, avec Dwayne York, avec Teddy Sheringham. J'en passe et des meilleurs, Diego Forlan. Et malgré le fait qu'il y ait eu tous ces joueurs qui sont venus, il a toujours voulu montrer, en tout cas c'est ce qu'il a dit, qu'il a toujours voulu montrer à quel point c'était important pour lui de faire partie de ce projet, qu'il voulait systématiquement montrer de quoi il était capable, se battre pour sa place, qu'il voulait être titulaire. Et il pense que ce type de compétition, ça ne doit pas être juste pour les gardiens ou juste pour les attaquants, ça doit être pour tout le monde et à tous les postes, milieu de terrain, défenseurs centraux, défenseurs latéraux, ailiers. Et là je pense qu'il a tout à fait raison. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de compétition au sein du club, à tous les postes, de manière à pousser les joueurs à être meilleurs. On l'a remarqué sous Ferguson, où Ferguson systématiquement mettait en compétition les joueurs pour les postes, pour tous les postes. Et c'est systématiquement des joueurs différents qui jouaient chaque semaine. On avait très rarement, je crois que c'est arrivé peut-être moins de 5 fois, sur l'ensemble de toute sa carrière en tant qu'entraîneur, qu'on ait vu la même équipe 2 semaines de suite. C'est extrêmement rare que ce soit arrivé. Et j'aimerais bien voir ça plus souvent avec Solskjaer également. Voir différents joueurs qui commencent systématiquement et que ce soit sur base du mérite, sur base de tout simplement ceux qui ont eu le plus envie, qui ont montré le plus de choses par rapport aux entraînements et par rapport aux matchs précédents. Donc j'attends d'en voir plus par rapport à ce sujet-là et j'espère que le mercato va nous aider. Alors la question suivante, elle concerne Marcus Rashford. Le journaliste a dit qu'il a remarqué que dans plusieurs matchs, on avait l'impression qu'il était blessé,
que l'année dernière, il a eu une blessure au dos et que dans plusieurs des matchs qu'il a vus cette saison, il a vraiment eu l'impression que Rashford jouait avec des douleurs sur le terrain. Alors là, pour être tout à fait franc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors la réponse de Solskjaer, elle est discutable. Il a dit que jamais il ne prendrait un risque de surjouer un joueur qui est blessé avec, disons, la possibilité que sa blessure s'aggrave et aller contre l'avis des physiothérapeutes et du cadre médical de United. Après, il a dit que par rapport à Marcus Rashford, c'est le type de joueur qui a systématiquement envie de jouer, qui a systématiquement envie de se donner à 100%, qu'il veut jouer tous les matchs. Donc, il y a cet aspect qui est extrêmement important pour lui aussi. Par rapport à ça, il a également rajouté que je ne veux pas le surjouer. Ça veut dire qu'il va quand même le jouer. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et honnêtement, ça m'énerve un petit peu. Parce que on voit qu'il est blessé. On voit qu'il n'est pas à 100%. De nouveau, on a des joueurs qui sont capables de le remplacer. Peut-être pas à son niveau, mais au moins eux, ils sont frais et dispo et ils peuvent tenir plus. Lors du dernier match, justement, Rashford a dit qu'il ne pouvait plus continuer parce qu'il avait trop mal. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il l'a fait sortir. Je ne suis pas d'accord avec cette stratégie de faire systématiquement des injections antidouleurs aux joueurs pour qu'ils puissent jouer parce que c'est les joueurs qu'il préfère et c'est les joueurs qu'il a le plus confiance et parce qu'il ne fait pas confiance aux autres. Alors qu'on a des joueurs qui sont capables de monter sur le terrain et capables de montrer quelque chose. J'ai un peu peur, encore une fois, de voir Marcus Rashford jouer le match contre Grenade. J'ai peur qu'il se blesse plus parce que entre ce que Solskjaer dit et ce que Solskjaer fait, parfois il y a quand même une pas mal grande différence. J'ai envie de voir des joueurs capables d'apporter quelque chose à l'équipe. Van de Beek est capable. Diallo en est capable. Dan James, qui n'est pas spécialement un titulaire à 100%, est capable. On a suffisamment de joueurs en attaque du moins pour combler. Et si on n'a pas suffisamment de joueurs à certains postes clés, il peut également changer la formation. On joue systématiquement avec la même. Pourquoi ne pas changer en fond d'avoir des plans de réserve? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec Solskjaer. Il a un plan A, il applique son plan A, il n'a pas de plan B. Son management en cours de match, il est catastrophique. C'est systématiquement poste pour poste et on ne change pas le positionnement des joueurs. On ne passe pas d'un 4-2-3-1 à un 4-4-2 ou un 4-2-2 ou alors avec un 4-1-2-1-2. C'est compliqué pour moi. J'ai du mal avec cette approche. C'est l'un des plus gros reproches que je fais à Solskjaer. Le fait qu'il ne fasse pas suffisamment tourner son équipe, le fait qu'il ne fait pas confiance à son banc et le fait qu'il surjoue les joueurs qu'il préfère parce que je pense qu'il y a réellement du favoritisme là-dedans. Donc j'espère que Rashford est capable de tenir le coup et j'espère que notre cher entraîneur va prendre les bonnes décisions au bon moment pour éviter d'avoir une blessure à rallonge pour Rashford pour la suite. Mais bon, on verra jeudi. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser vos questions, vos opinions dans la section commentaires et je vous retrouve bientôt lors de la prochaine vidéo. A bientôt sur la Tribune de United.